convivialité quand on parle de l'alimentation traditionnelle, mais il y a aussi une convivialité chez McDonald's, parce que les jeunes vont là pour passer du temps ensemble. Donc ça, c'est convivialité. Si on ne comprend pas qu'il y a de la culture, qu'il y a de la convenience, qu'il y a des occasions de sociabilité chez l'adversaire, nous sommes destinés à perdre la guerre. Ça, c'est ma opinion. Alors, là-bas, il y a des... Oui, j'ai vu des trucs. Des doigts qui se lèvent. Oui, juste un petit mot en forme de remarque et peut-être de question. Depuis 2 jours, nous essayons de cerner l'identité alimentaire en Europe. C'est au moins une partie du titre de notre colloque. Nous avons parlé de confrontation, j'aurais plutôt préféré le mot contact, et nous avons dit les apports reçus par l'Europe des civilisations ou des cultures extérieures. On a pris l'exemple de l'Amérique, on a pris l'exemple des épices de l'Asie. Il serait normal que nous nous posions la question inverse et de nous dire qu'est-ce que l'Europe a modifié des modes de consommation alimentaire d'autres cultures, des Indiens d'Amérique par exemple, ou de l'Afrique, etc. Cette question posée dans ce sens me paraît aussi importante parce que c'est une autre façon de cerner notre identité. Et donc ce serait à aborder en 2 mots au moins pour qu'on dise qu'on ait évoqué cette dimension-là. Mais au fond, ces 2 jours de croisement de regards différents sur l'identité européenne manquent d'un regard vraiment d'une ère culturelle différente, et j'en aurais appelé au regard d'un anthropologue de l'Europe qui serait africain ou qui serait japonais et qui nous dirait d'où il est, comment il perçoit notre identité, si les termes de territoire, de terroir, de classe sociale ont un sens pour lui, comment il voit ça, et on gagnerait beaucoup dans notre réflexion sur notre identité alimentaire à avoir un regard extérieur qui se penche sur nous. Oui, alors il faut dire qu'on avait, c'est pas une excuse, mais on avait abordé l'hypothèse hier. Alors d'abord, il y avait, comme vous l'avez remarqué, il y a peu d'anthropologues japonais parmi nous, et effectivement, je crois que votre remarque est pertinente. Simplement, même pour parler effectivement d'où nous sommes, essayer de nous déplacer à l'extérieur, de dédoubler en quelque sorte ce regard, ça nous paraissait relativement difficile compte tenu du temps imparti, mais je crois que votre observation est tout à fait judicieuse. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? Je crois que c'est plus vous avez pointé une lacune, donc comme nous sommes dans un registre religieux, j'ai pas mon sac de cendres, mais considérez que virtuellement c'est fait. Il y a une autre question au fond là-bas, je crois. Oui, j'aimerais revenir sur l'intervention qui a eu lieu juste avant vos différentes interventions sur le thème de la confrontation, où l'intervenant donc expliquait que la confrontation était très importante dans la constitution de l'identité. Et il m'a semblé, je trouve que votre table ronde là est un peu révélatrice, c'est-à-dire que tout l'aspect de confrontation avec le monde musulman est passé pratiquement inaperçu, alors que, il me semble que c'est quand même extrêmement important, et avec le monde musulman d'ailleurs, et avec le monde juif, puisqu'il y avait des populations juives à l'intérieur même de l'Europe, et Claudine Favre-Vassas, par exemple, a montré comment la confrontation avec certaines populations juives a provoqué ou a accentué la notion d'identité rattachée à la consommation du porc parmi les populations chrétiennes. Alors je plaide pour que cette partie de l'identité européenne, qui a été construite en partie avec cette confrontation avec le monde musulman, apparaisse. Et d'autre part, ce qui me semblait ressortir un peu de votre discussion là, c'était tout de même un aspect très politique et très proche des d'interrogations actuelles du monde politique sur la constitution de l'Europe. Alors que je voudrais, le premier terme de votre colloque, c'est quand même histoire
Voilà. Pourquoi? Parce que le contemporain, c'est hors de l'histoire? Non, non, non. Ah bon. C'est-à-dire, il y a une partie extrêmement contemporaine, bon, notamment dans tout ce qui concerne la mondialisation par rapport à l'Amérique. Oui, mais je crois qu'on l'a dit, je pense que c'est Jean-Luc Flandrin à qui je vais passer la parole, mais sur la première partie de votre question, il me semble, ou Massimo Montanari, la mondialisation, c'est pas une invention d'il y a 5 ans. Dans notre registre, entre guillemets, la mondialisation, la globalisation, si vous voulez, à l'échelle de l'Europe, elle existe alimentairement dès le Moyen-Âge. Hein. Bon, Jean-Louis Flandrin. Je voulais juste dire un mot. En effet, vous avez tout à fait raison de dire qu'on n'a pas assez parlé des confrontations, en particulier avec le monde musulman. Moi, j'en ai dit un tout petit mot, mais je me suis arrêté tout de suite. Mais je voulais en dire un deuxième, là. Ma femme est polonaise et ce qui m'a frappé quand je l'ai connue, c'est qu'elle me dit à Pâques, on mange du cochon naturellement. Alors j'ai dit mais comment? Mais non, on mange de l'agneau à Pâques, c'est évident. Mais elle me dit mais non, c'est les musulmans qui mangent de l'agneau, c'est les Tatars qui mangent de l'agneau. Nous, on est des chrétiens, on mange du cochon de lait. Alors voilà un exemple où la confrontation a créé l'identité de manière extrêmement nette. De la même manière, je crois que, puisque vous vous intéressez à cette question, vous savez que sans l'apport musulman, il n'y aurait pas de pâtisserie dans la Provence française. Hein. Bon. Le calisson d'Aix, c'est directement importé par l'influence de la pâtisserie arabe. Hein. Donc il ne s'agissait pas... Encore une fois, notre ambition n'était pas de faire une synthèse, c'était d'ouvrir des pistes. Hein, bien. Si, totalement. Il faut le démontrer. Mais il y a du texte, c'est écrit, il n'y a aucun problème. Il faut le démontrer. Moi, je le connais en Italie au XIVe siècle, mais je ne le connais pas dans le monde arabe pour l'instant. Si. Micro. Non, mais bon, je sais simplement pas convaincu par que le calisson soit arabe. Je sais qu'il a été italien depuis au XIVe siècle, sous le nom de Calicioni, mais je ne le connais pas dans le monde arabe, je veux qu'on me le montre. Oui, mais il est... c'est pas une invention de ma part, mais il est attesté, je vous dis ça de mémoire, hein, j'ai piqué ça en faisant, lorsqu'on avait fait un atlas, la personne qui, je ne sais plus qui avait fait d'ailleurs cette cartographie de la confiserie, de l'influence justement de la pâtisserie arabe sur la confiserie, grosso modo, tout le long de la Méditerranée. Et je dis de mémoire, mais c'est dans la carte ayant été faite par cette personne et les références étant fournies, c'est disponible. La forme et la texture étaient visibles aux alentours, je dis de mémoire, mais je ne me trompe pas beaucoup, 1130, 1150. C'est imprimé. Voilà. D'autres... J'allais dire rapidement que je crois que le reproche d'ethnocentrisme est parfaitement juste. Mais je suis plus troublé par cette notion qu'il faut, je ne sais pas comment, cantonner l'histoire dans l'histoire. Je suis moderniste, je suis citoyen donc de mon époque. Je n'ai pas, si on relit mes livres, mes premiers livres, ils étaient marqués par la guerre de Vietnam. Mes autres livres étaient marqués par d'autres grandes préoccupations morales, civiques, politiques. On ne peut pas se refuser à me semble-t-il, surtout quand on fait l'histoire, de vivre à la fois aujourd'hui et jadis. Et donc, je ne sais pas quelle espèce de conception immaculée vous souhaiteriez, mais je crois que de toute façon, c'est une mauvaise idée. Vous voulez dire quelque chose, non ? Excusez-moi, je voudrais juste répondre parce que j'ai du mal à me faire comprendre. C'était simplement pour insister sur l'influence du monde musulman, parce que j'avais l'impression qu'il avait disparu et qu'on ne voyait que l'intérêt actuel. Vu les réactions, vous voyez qu'il n'avait pas disparu. Vous avez bien fait de poser la question. Et je crois que même Anthony Rey... Voilà. Il est difficile d'être équilibré dans une table ronde parce que la table ronde va comme il va. Vous avez votre demande est juste parce que comme médiéviste, je dois dire, et comme espagnol,
que dans la cuisine espanyola, dans la manière de manger espanyola, mais aussi européenne, les musulmans ont eu un héritage assez important. Très brièvement, comme je crois que ça a produit cette insertion de ces produits et quels sont les produits qu'ont introduit les musulmans dans le Moyen Âge. Pendant tout le temps que le rapport de force a été incliné du côté des musulmans, les chrétiens ont eu des réflexes défensifs aussi dans le terrain alimentaire. Pour ça, jusqu'à l'inversion de rapport de force au XIe siècle, dans l'Espagne, qui ont des frontières avec le monde musulman et pour ça, on doit être les portes pour doit entrer les aliments musulmans, nous ne trouvons l'adoption d'aucun produit musulman par les chrétiens. Les chrétiens sont fermés à l'influence musulmane parce que les musulmans sont l'ennemi dangereux. L'Église, dans ce moment, il est très gélouse de conserver l'identité, de conserver la propriété de l'identité chrétienne et regarde avec méfiance toute l'influence musulmane aussi dans les terrains alimentaires. Mais quand, à la fin du XIe siècle, au commencement du XIIe siècle, les chrétiens ont réussi à passer de la défensive à l'offensive et ont initié, pendant autre chose, les croisades, et ont mis place à Levant, à la Palestine, à l'Égypte, et dans le même temps, ont réussi à récupérer le sultanat aghlabite de la Sicile et ont réussi à réduire l'islam espagnol à presque un état résiduel qui s'appelle Sultanat de Granada, qui rimandra jusqu'à 1492, mais c'est un état, comme dit ma collègue Teresa de Castro, un état résiduel parce que les dominants c'est la castillane qui ont mis un rapport désigual, déséquilibré avec cette sultanat musulman. Dans tous les bas Moyen Âge, quand les chrétiens espagnols, catalans ou castillans ont occupé des territoires qui ont été aménagés avec une logique et un paysage très différent à le paysage féodal occidental parce qu'il y a des irrigations, il y a des systèmes d'irrigation très compliqués que les chrétiens ne comprennent pas, ils ne savent pas faire fonctionner. Mais comme dans l'Espagne, à l'inverse que dans la Sicile, la conquête territoriale n'a impliqué vider toute cette terre de l'élément musulman et ont resté comme collectif différencié dominé, des collectifs de morisques, des collectifs musulmans qui connaissent très bien cette agriculture, ont perpétué dans une situation de dépendance politique et fiscale, dans un monde chrétien, ont perpétué un paysage de le monde passé et ont facilité l'adoption par les chrétiens de ce produit, la production de laquelle, sans cette résiduelle présence musulmane, peut-être doit être très compliqué et ont facilité ça. Mais quel est l'état mental dans ce moment? Les chrétiens ne voient pas les musulmans comme un ennemi dangereux dans ce moment. Les musulmans sont résiduels, c'est le passé, ils n'ont pas de peur à les musulmans. C'est ça a basé les réflexes défensifs. Et pour ça, le contact avec un monde nouveau qui a été occupé politiquement et territorialement et la présence des collectifs musulmans qui ont réussi à continuer cette agriculture d'irrigation intensive, tout ça, a favorisé que les chrétiens commencent à adopter des produits. Quels sont tels produits? Les produits sont surtout produits d'irrigation. Les riz, l'aubergine, l'épinard, les citrons, tous les citriques en général, et surtout les sucres de canne. Tout ça a provoqué dans le bas Moyen Âge, au XIVe ou XVe siècle, a provoqué une forte influence dans le monde chrétien et le livre de cuisine du XIVe siècle, le livre de Saint-Sauvé, qui est le livre catalan, on évoque
assez de recettes qui ont été transférées presque sans change important de les derniers livres de cuisine musulmane. Nous avons un livre de cuisine musulmane de 1225-26 et le premier livre chrétien qui sont conservés est de 1321-22. Il sépare les deux livres en 110 ans. Nous voyons, si nous faisons une étude comparative de les contenus, qu'il y a beaucoup de choses différentes dans le livre, c'est vrai. Mais il y a aussi des recettes qui ont passé presque sans change important de le monde musulman à le monde chrétien. Ces recettes sont la voie par laquelle les produits musulmans ont passé de le monde musulman à le monde chrétien. Et ça ne suscite pas déjà de recel, de soupçons, sinon qui a été adopté dans le monde chrétien. Pour ça, pour les Espagnols, nous ne pouvons pas mépriser l'héritage alimentaire islamique. Je crois, comme dit Bruno Loriot, que nous mangeons vraiment à l'occidental, mais sommes les occidentals, moins occidentals de les occidentals. Nous sommes où l'influence de le monde musulman est plus forte et nous devons accepter ça parce que c'est vrai. Merci pour ces précisions tout à fait judicieuses. Alors, les dernières questions, il y en a quoi? J'en vois 3 là-bas. 1, 2, 3, oui. Là-bas, oui. Quelques remarques par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. Monsieur Montanari avait insisté sur le fait que finalement c'est l'Europe qui a été à l'origine des Amériques, et ce que l'Amérique nous renvoie, c'est finalement le rêve européen quelque part. Alors est-ce que une des craintes ne vient pas de là, comme on attribue toujours à l'Amérique une avance technologique? En fait, ce qu'elle nous renvoie, ce serait le futur de l'Europe, et pour lequel on s'inquiéterait. Deuxième point, est-ce que ce qu'elle nous renvoie, c'est c'est une chose. Et il a été question tout à l'heure de l'alimentation quotidienne, de l'influence des grandes surfaces et de ce qu'on mange. Si j'ai bien compris ce que j'ai entendu durant ces derniers jours, dans le passé, ce qui est resté, c'était des recettes qui étaient utilisées par les sociétés, enfin les classes plus aisées de la société, et c'était pas forcément de l'alimentation quotidienne. Donc finalement, ce qui va rester dans 200 ans des recettes actuelles, est-ce que ce sera les surgelés du supermarché, les plats cuisinés prêts à l'emploi? Est-ce que ce sera des recettes traditionnelles de terroir? Je me pose la question. Et dernière chose, référence à José Bové, effectivement, il y a création d'identité grâce à la confrontation qu'il met en œuvre. Mais est-ce que dans la confrontation qu'il met en œuvre, il propose quelque chose? Est-ce qu'il se contente de battre en brèche des choses existantes et de créer son identité par la négative dans ce cas-là? Oui. Alors, réponse très rapide. Vous voulez? Bon. Apparemment, vous avez... Oui. Et Steve Kaplan veut... Non, on n'est pas obligé. Non, il est... Voilà. C'est fromage ou dessert. Donc, non. Non, seulement je voudrais justement souligner que je parlais d'une Amérique qui a été créée par les rêves des Européens. Mais ça ne veut dire pas que l'Amérique soit européenne. L'Amérique est américaine. Nous avons entendu aujourd'hui, mais hier, d'identités qui viennent de tout le monde. Il y a une Europe, une culture chrétienne européenne qui est faite en partie de l'islam. Il y a une Amérique qui est faite par l'Europe. Il y a une diète méditerranéenne qui est faite par les produits américains. Il y a des produits méditerranéens d'origine américaine, comme la tomate, venait de me rappeler M. Flandrin. Si je peux te couper, je voulais dire que la tomate est revenue au Mexique d'Europe. Oui. Avant d'avoir été mangée par les Européens d'Amérique. Conclusion, il n'y a pas d'identité pure, mais toutes les identités sont des croisements de cultures, toutes les identités sont fruits historiques d'échanges. Et donc, je pense que ça, c'est l'unique chose à retenir. Et parce que
Marc Bloch, qui était un type de cette ville, il me semble, disait souvent il ne faut pas être enchaîné par l'idole des origines. Donc l'historien doit regarder aux origines qui sont importantes, mais plus importantes encore sont les lieux et les moyens et les temps de diffusion et d'incorporation des éléments d'ailleurs et des autres dans sa propre culture. Rapidement, Kaplan, parce qu'on a encore deux questions et après... Très rapidement. Donc, arrive au bout. les allers-retours Europe-Amérique. Bon, la cuisine américaine, c'est quoi? Bon, d'abord, ça n'existe pas, mais si ça existe, c'est un world cuisine. C'est une cuisine fusion. C'est une cuisine italienne, française, c'est une cuisine chinoise, c'est une cuisine, évidemment, qui incarne quoi? Le multiculturalisme. Donc, si l'Amérique vous revient, c'est pas forcément le Bronx dans les lycées, c'est pas forcément simplement les bagarres à la Défense comme hier, mais c'est aussi une cuisine métissée. Deuxième question concernant donc le supermarché et tout le reste. N'oublions pas toujours qu'on est dans un monde stratifié. Bon, donc forcément, en 200 ans, tout ne sera pas ni Picard-Surgelé, ni McDo. Il y aura toujours la grande cuisine. Ducasse va vivre encore 200 ans et il va avoir une centaine de restaurants partout dans le monde. Donc je crois que cet aspect de l'hégémonie française va continuer d'exister. Et puis troisièmement, Beauvais souhaite quoi? Il souhaite un contrôle citoyen. C'est encore un rêve 68 tard. Monsieur, je crois que vous aviez... C'était une question là-bas. Une et une. 1, 2, 3. Je voulais simplement intervenir très rapidement sur la dimension identitaire des productions locales, parce que ça semble aller de soi. Ça ne va pas de soi du tout. Il faut, je pense, se méfier des discours incantatoires qu'on observe actuellement sur les produits de terroir, etc. Et quand on voit ce qui se passe sur place, les productions locales ne sont pas automatiquement des productions identitaires. Il est très intéressant d'observer comment est-ce que les choses, encore une fois, se passent localement, en particulier en France, mais je pense que dans d'autres pays d'Europe du Sud, c'est la même chose. Les productions locales, certaines acquièrent une dimension patrimoniale, on voit qu'elles prennent de l'importance, que localement les gens s'en emparent. D'autres productions locales continuent d'exister sans pour autant qu'elles revendiquent une quelconque dimension identitaire. Les choses ne vont pas de soi. Les productions locales n'ont pas automatiquement Vous pensez une à quoi en identitaire. particulier? Pardon? Vous pensez à quoi, par exemple? Vous avez quelque chose de précis en tête ou... Ah oui, bien sûr. Par exemple, la carpe en dombe, qui est vraiment La carpe, l'élevage de la carpe en dombe, qui est par définition une production locale qui n'est absolument pas revendiquée comme ayant une dimension identitaire, qui n'est pas patrimonialisée. Et il y a énormément de subtilités à observer sur le terrain, de voir comment est-ce que le jeu social se passe. Qui se sert d'une dimension identitaire, de quelle façon, quel usage on en fait pour redonner du sens au territoire. Et il y a également une dynamique dans la patrimonialisation de ces productions qu'il est tout à fait intéressant à observer, c'est-à-dire avoir un regard un peu différent sur les mécanismes qui se passent actuellement. Et puis, oui, pardon. Voilà. Non, mais je suis désolé je veux pas écourter ça, mais alors il reste deux observations. J'espère que c'est pas des questions trop longues parce qu'on est au bout et Bruno Loriot voudrait fermer le colloque. Une très très petite question. Je voudrais savoir si dans la notion d'alimentation, vous comprenez aussi les boissons. Parce que dans ce colloque, personne n'a parlé de boissons. Personne n'a parlé de poissons? De boissons, ah bon. Boissons. Oui. Oui, c'est une question. Qui veut répondre? Est-ce qu'il y a des... Moi, je veux répondre que même le spécialiste des boissons ne nous en parle pas, là. Oui, c'est vrai. Il a parlé de l'homme des cratères antiques, effectivement. Oui, c'est à mettre au pot des futurs colloques, ça, non? Voilà.
Et il reste encore une question, je crois, monsieur. Je voulais faire une remarque, j'hésitais à la faire depuis tout à l'heure. C'était à propos de la notion d'identité. Certains intervenants ont tenu à nous mettre en garde afin que l'on définisse, que l'on parle d'identité par rapport à autrui. On a été jusqu'à utiliser le terme de confrontation, voire de conflit. Je pense que là, c'est concevoir l'identité sous une forme guerrière. Hein. Il y a, à mon avis, ici une influence du discours polémique, comme vient de le dire à l'instant l'intervenante précédente, à savoir qu'on utilise, qu'on fabrique quand il y a un discours identitaire dans un cadre polémique, dans un cadre de confrontation pour obtenir un certain nombre de choses. Mais je rappelle tout de même que l'identité, c'est d'abord élémentaire, c'est A est identique à A. Avant de définir l'identité, c'est pas forcément se définir dans la confrontation, voire dans le conflit avec l'autre. Et de là, je me permets de prendre juste un exemple très rapide. Je sais qu'on n'a pas le temps à propos au sujet de l'islam, puisqu'il y a été fait référence à maintes reprises. Voyez-vous, en islam, on mange pas certaines nourritures, mais on admet que la nourriture, le Coran déjà lui-même, admet que la nourriture, toute la nourriture sans exception, à l'exception bien sûr des aliments interdits, toute la nourriture des chrétiens et des juifs, communautés concurrentes, religions concurrentes, avec lesquelles les musulmans sont en conflit, est licite. Je vous citerai un autre exemple, puisque, d'ailleurs, mon intervention, j'y ai pensé à propos de le problème de l'Espagne. Un juriste espagnol, andalou musulman du XIIe siècle, écrit dans un commentaire coranique. Il résume une conversation qu'il a eue avec un de ses fidèles qui lui a posé la question: si un chrétien m'invite chez lui à manger un poulet, est-ce que je le mange? Alors il lui a dit: effectivement, tu peux tout à fait manger ce poulet, tu n'as pas à t'enquérir de savoir s'il l'a tué avec le couteau. C'est une technique originale. C'est la sono qui est morte, là. C'est ça, oui. Ce que je voulais dire, c'est que... Oui. C'est pas forcément... L'exemple de ce juriste le montre bien. L'autre n'est pas perçu dans une relation conflictuelle nécessairement, sur le plan alimentaire. Et donc, je crois que c'est un travers, peut-être la référence à Beauvais, enfin, tout ce qui s'ensuit. Et si vous pouvez dire un mot, il me semble que les musulmans sont un peu particuliers de ce point de vue-là. Je veux dire surtout, Mohamed, au moment de la formation de la religion musulmane, il ne s'est pas voulu en conflit avec les deux autres religions du livre. Mais c'est quelque chose d'un peu particulier dont on peut, je crois, pas faire un cas général. Non, c'est pas que je veux en faire un cas général. Je dis qu'il faut partir de là pour réfléchir sur le concept d'identité sans pour autant avancer un concept général. Un concept général qui... Un concept doit expliquer toutes les situations, il ne doit pas y avoir d'exception. Dans ce cas-ci, il faut relativiser l'aspect polémique, l'aspect conflictuel. Écoutez, sur lequel on moi, je crois que votre question est intéressante, mais qu'on va la vider dehors parce que... Mais non, c'est une question très intéressante. Bruno Loriot, à vous de terminer. Merci à tout le monde. Donc, juste quelques mots pour clore nos deux journées. D'abord, remercier les participants au colloque, à la table ronde, les intervenants et tous très nombreux qui êtes venus donc suivre les débats d'un peu partout en Europe, ce qui était tout de même le premier objectif de ce colloque. Merci aussi aux organisateurs, j'entends par là essentiellement le Centre de promotion de l'histoire de Blois, avec Francis Chevrier et toute son équipe, qui ont été vraiment d'une efficacité hors pair.
pour l'organisation. Alors évidemment, on a vu dans le débat, lors de la table ronde et dans les interventions qui ont suivi les communications, que ce colloque avait des lacunes. C'est pas très étonnant, il a été organisé très rapidement pour mettre en route l'Institut européen d'histoire de l'alimentation. On a vu que, par exemple, on avait peut-être un petit peu mis davantage l'accent sur les identités ou les identifications spatiales, disons régionales, nationales, plutôt que sur les identités ou les identifications sociales. On en était bien conscient en élaborant le programme du colloque de cette orientation, de ce choix. Ça n'est pas du tout un aveuglement de notre part. Il est bien clair que nous avons été aussi guidés par des préoccupations qui sont nos préoccupations actuelles, justement les préoccupations de ces identités spatiales fortement ressenties. On a vu aussi que sans doute nous avons négligé les Européens et les autres, même si c'était le titre de la table ronde. Bien entendu, ça ne veut pas dire qu'on a totalement négligé l'islam. Enfin, la communication de M. Benkera en est la preuve, parmi d'autres qu'on a abordé. Ces problèmes-là, peut-être conviendrait-il de les approfondir. Il est d'ailleurs possible aux intervenants au colloque de préciser les choses dans les textes complémentaires qu'ils pourront nous adresser. Nous disposons déjà de la quasi-totalité des textes. Il n'est pas interdit d'envoyer des textes un petit peu revus à un comité de préparation des actes qui sera piloté par Martin Bruegel, dont l'adresse électronique vous sera envoyée ultérieurement avec le reste des documents du colloque que nous vous avons promis, hein, et nous tiendrons notre promesse. Le prochain colloque aura lieu à la fin de l'année 2002, il sera consacré donc à alimentation et santé. Là aussi, nous attendons des suggestions. Nous avons commencé ensemble à constituer un réseau. Vous recevrez donc très rapidement, si vous avez pris le soin de remplir la feuille ou les feuilles qui étaient disponibles, vous recevrez très rapidement les adresses de tous les participants au colloque, plus évidemment un bilan du colloque et des informations sur les activités de l'Institut, dont je rappelle que c'est le colloque fondateur, mais qu'il n'existe pas encore véritablement, hein. Il est encore en préfiguration. Donc vous avez tout à fait votre rôle à jouer là-dedans. Donc au fond, écrivez-vous, écrivez-nous, hein. Restons en contact. C'est un petit peu comme ça que je voudrais conclure ce colloque. Voilà, merci. Une identité. Donc j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Madame Audouin-Rousseau ce matin. Il y a caractéristique et il y a identité, mais c'est deux choses différentes selon moi. Alors il y a des exemples dans le livre que M. Flandrin et M. Montanari ont publié, quand la chrétienté se confronte, ou autrement, ça dépend de quel côté on est, avec les musulmans, il y a confrontation et les identités se forment très clairement. Et c'est pareil au 19e et 20e siècle. Et alors là, je crois qu'il faut vraiment insister sur la confrontation, la sanction, la solidarité, etc. Vous allez être satisfait puisqu'en principe, la deuxième partie de la table ronde est consacrée notamment à la confrontation avec les mondes extérieurs. Y a-t-il d'autres questions ou observations? Oui, Marie-Séba. Une toute petite chose, puisque ça n'a pas été dit. Je ne voudrais pas qu'on réduise les territoires aux territoires nationaux ou aux territoires urbains. N'oubliez pas qu'il y a des territoires de la migration interne. Les Gavot qui descendent en Languedoc, les gens des Alpes qui arrivent à Marseille, appartiennent à des territoires différents et sont perçus comme mangeant différemment et pas la même hiérarchie de produits. Moi, c'est quand le Savoyard arrive à Paris, quand l'Allemand arrive pour faire l'ébénisterie au Faubourg Saint-Antoine, ils se retrouvent ensemble, mais ils ne mangent pas comme ils mangeaient au pays. Ils mangent urbain, ils mangent froment, ils mangent blanc. Donc il y a une espèce de transsubstantiation sociale qui arrive à ce moment-là, me semble-t-il, oui, même pour les protestants. Oui, mais le Gavot du Massif central qui descend en Languedoc est perçu comme un mangeur d'oignons. Et il ne mange pas du roquefort, même s'il le produit.
Rien d'autre? Eh bien là, on va enchaîner tout de suite sur la suite des opérations. Donc sur ce deuxième thème qui nous avait semblé évident, qui était que notre... la première personne qui a posé une question tout à fait judicieuse me sert de passerelle de transition, je l'en remercie. Donc le thème du rapport des Européens avec les autres, on est parti lors de la réunion d'hier d'un constat finalement très simple. Nous sommes ce que moi j'appelle dans la deuxième moitié du XXe siècle, nous sommes dans l'âge de l'interconnectivité. C'est quoi? C'est-à-dire que le début du siècle a vu une dévalorisation des grands, d'un certain nombre, dans tous les cas, de grandes vérités métaphysiques entre être et apparence, entre erreur et vérité, si bien que on cherche, pas seulement dans le domaine alimentaire, mais on cherche à interpréter une vérité avec des références et des outils à la fois semblables et différents. Et on est arrivé ainsi à constater l'émergence d'une identité plurielle, concept qui a été remis au goût du jour récemment, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, dans un registre un peu différent du nôtre, mais le livre a eu suffisamment d'écho pour que je pense que vous l'ayez lu ou vous en ayez entendu parler. Je pense là, ici, au livre de Samuel Huntington. Mais dans ce qui concerne l'Europe même, il y a eu un livre pionnier écrit en 1964 par Umberto Eco qui s'appelait, pardon pour les Italiens, mon accent, Apocalyptici et Integrati, et dans lequel Eco développait une idée qui, moi, me semble tout à fait adéquate pour notre propos maintenant. Il développait la relation entre tradition ethnocentrée et modernité multiculturelle. C'est pas moi qui traduis, c'est lui qui emploie ces mots-là dès 1964. Et il me semble qu'à partir de cette grille, on peut d'ailleurs la modifier, la casser, mes voisins sont là pour ça, on peut essayer d'étudier cette relation dans l'objet qui nous intéresse, à partir notamment d'un certain nombre de cas, le cas des relations entre les Amériques et l'Europe, entre les colonies et l'Europe, entre l'Asie et l'Europe, voire entre les Européens eux-mêmes, étant entendu qu'avant le XVIe siècle ou le XVe, ils se pensent difficilement comme Européens. Les autres sont aussi en Europe, avant cette date-là. Alors, à titre indicatif, on pourrait peut-être commencer par les Amériques, puisque je sens que ça va effectivement susciter quelques... Je voudrais bien qu'on ne parle pas que du contemporain. C'est pour ça que si Anthony Riera-Melis était d'accord pour commencer par les Amériques, les relations, hein, et après on pourrait enchaîner, étant entendu qu'on ira de l'un à l'autre, et qu'à la fin vous poserez toutes les questions que vous voulez. Je ne voulais pas parler de l'Amérique parce que je suis médiéviste. Je voulais parler de les autres. C'est totalement inutile de faire une réunion de préparation. Oui. C'est ça qui est bien. Oui, oui. Mais je ne sais pas, si nous commençons par l'Amérique, il n'y a pas de problème, mais je ne suis la personne plus indiquée pour parler de l'Amérique. Dans cette table. J'ai un souvenir du trafic des épices hier. Ah, je n'avais pas vu tant de Riesling que ça. Je voulais parler de l'Indique, de le monde asiatique. Eh bien alors, du monde asiatique, vous vouliez parler? Oui. Si on veut, je peux faire la même alors, démarrons avec l'Amérique. Steven, si vous voulez démarrer avec l'Amérique, on reviendra à l'Asie. Oui, moi j'avais envie, j'ai pas pu vous parler des scènes de la vie future. C'est un clin d'œil à George Duhamel, qui était peut-être l'anti-américain le plus malin du début du XXe siècle, qui voyait donc dans l'Amérique l'incarnation de tout ce qui était diabolique et tout ce qui était dangereux. Pendant ce week-end de Davos et de Porto Alegre, je crois que le spectre américain
reste quand même très palpable, très important. Et d'ailleurs, ça nous rappelle que pour faire l'histoire alimentaire, il faut s'intéresser vivement à l'idéologie économique, à tous les échanges sur l'échelle internationale. Mais mon point de vue ici, c'est d'insister donc d'abord sur l'angoisse identitaire de la France. Évidemment, le contexte, vous connaissez très bien, l'Europe, l'euro, immigration, sécurité, ce n'est pas un phénomène qui est lié strictement à l'alimentation, mais il me semble que cette Amérique qui vous hante, qui vous trouble, qui vous stimule, mais qui vous obsède maintenant depuis un certain temps, joue un tout petit peu dans le sens qu'avait évoqué Anthony Rowley, d'après Huntington, dans ce contexte ou dans cette confrontation, Peter, entre civilisations. Il y a l'autre échelle que j'aime moins bien, évoquée par notre sociologue américain, qui était dont les deux pôles sont djihad et mec-monde. Vous êtes certainement beaucoup plus djihad en France que vous êtes mec-monde. Mais ce que je voulais évoquer, c'est surtout... C'est très bien pour la discussion d'après, je sens ça. C'est pas mes termes, je les reprends pour une raison heuristique pure. Mais vous êtes angoissé, entre autres, parce que l'exception culturelle que vous voyez surtout dans le domaine de la culture, vous pourriez donc contenir ça par le directive de télévision sans frontières, limitation sur notre Starsky Hutch, notre urgence et tout ça. Vous pourriez sur la radio mettre des quotas sur la chanson américaine, et ça marche plus ou moins bien, mais la bouffe, c'est plus difficile. Donc, la malbouffe, c'est-à-dire cette espèce d'exécration, cette espèce d'anathème qu'on jette sur, pas seulement un article qu'on consomme, qu'on incorpore, mais sur le monde donc, qui est incorporé avec cette bouffe-là. Je fais allusion non pas au concept de Joël de René, je crois qu'il est l'inventeur, mais de la reprise par José Bové, qui définissait la malbouffe comme manger la merde. Or, dans certaines sociétés, on peut manger la merde des dieux, et c'est valorisant, mais quand on mange la merde des Américains, c'est pas du tout valorisant. Et là-dessus, ce qui est en jeu, c'est pas simplement la graisse, 33 grammes dans le Double Mac, mais c'est également cette culture américaine qui est véhiculée par cette forme de manger. Cette culture qui est une culture autant économique que symbolique, c'est une culture donc de productivisme, c'est une culture où on nie la souveraineté alimentaire aux gens, c'est une culture alimentaire selon Bourvet et ceux qui prêchent donc le danger de la malbouffe, où il n'y a pas de goût, donc répudiation de goût, où il n'y a pas d'intérêt pour la valeur nutritionnelle et où la sécurité, dans le double sens de security et de safety, est complètement négligée. Donc il me semble que dans cette espèce de cas de figure, la malbouffe donc devient pas simplement un bouc émissaire, je crois que c'est plus important que ça, mais ça devient un vrai marqueur pour une volonté d'insister sur quoi? Sur le terroir. Le terroir qui a donc son côté poujado-pétainiste d'un côté, mais de l'autre côté, quelque chose de beaucoup plus intéressant et beaucoup plus riche, c'est-à-dire le goût et ses traditions, l'ancrage dans un sol, le soin qu'on prend pour donc manger, le temps qu'on prend pour manger, le refus donc de rentrer dans une logique américaniste. Et là, on ne peut pas séparer américanisation avec globalisation, ça revient au même. Donc ici, le problème, c'est pas simplement de punir les Américains parce qu'ils n'ont pas voulu de Roquefort. Je crois que la malbouffe et tout ce qui est autour de cela est une vraie cristallisation donc de cette crispation identitaire, et c'est donc dans cet affrontement avec la malbouffe que la France peut réaffirmer pas seulement c'est Paul Bocuse, mais aussi c'est José Bové, ces paysans qui, dans l'Oise et ailleurs, travaillent donc dans ce terroir avec l'idée de produire non seulement des aliments, mais du sens. Voilà.
Merci beaucoup. Monsieur Denartog, toujours sur le même sujet, quelle est votre analyse? Yes, I would like just to make a few remarks on that. I think the attitude by some persons in Europe against what we may so nicely call a malbouffe, I think is already a much older phenomenon. I think already in the end of the 19th century, there was, particularly in Northern Europe, in many countries, a group who did not accept, in actual fact, had the modern industrial society as far as food, nutrition and health was concerned. And you've got all this kind of alternative movements I'm going not to embark upon. But I think also the reaction against the malbouffe is also more or less in the same line of groups who choose their own food identity on a voluntary basis, not so much by education received, but by own choice. And it is also of interest to know that these groups are mainly to be found in Northern Europe. And it's always the problem, has this to do with the Protestant tradition or Protestant ethics, or is it just a part of the North European cultural thing people have in common? This again I think is extremely difficult to give a satisfied answer on that, but I think the reaction against the malbouffe has a much longer tradition than only the very recent incidents which occur nowadays. Merci. À titre d'exemple de ce que vous venez de suggérer, je me souviens que l'expression en 1913 en France naît l'expression, effectivement, qui sera reprise dans l'entre-deux-guerres après dans les années 30, l'idée d'un krach alimentaire de la bouffe causé par l'industrialisation de la conserve. 1913. Ouais. Alors, sur voilà, si je puis dire, les États-Unis ou l'Amérique réglée, donc nous arrivons à l'Asie. Ça vous va? Oui, oui. Alors, j'arrive à le faire parler. Je vais parler un peu avec comment les Européens ont vu les autres, les Asiatiques, les peuples autour de l'océan Indien. Et ça a changé beaucoup avec le temps. À l'époque romaine, il y a une connaissance du monde indien beaucoup scientifique qu'ils auront les Européens du 8e, 9e siècle. Parce que quelques navigateurs romains, depuis les ports de la mer Rouge, surtout Sienne, naviguaient dans ces eaux. Ils ont arrivé quelquefois à les Indes et ont retourné. Dans le haut Moyen-Âge, avant l'expansion islamique, les Byzantins réussissent aussi à naviguer dans l'Indien. Et nous avons des récits de voyage de Cosmas Indicopleustes, par exemple, qui fait une description assez précise de l'Inde, de les épices. Il décrit les poivres, la cannelle. Mais l'expansion islamique au XXe siècle a fermé définitivement l'océan Indien pour les Européens et a éloigné beaucoup l'océan Indien pour les Européens. Uniquement c'est une mer où on navigue les Persans, les Arabes, les Chinois, les Indochinois et les Indiens même. Pour les Européens du 8e, 9e, 10e et 11e siècle, l'océan Indien, c'est, comme a dit Jean Le Goff, un horizon onirique. C'est presque une idée d'une terre magique où est emplacé le paradis terrenal. On croyait que les grands fleuves de l'Inde sont les fleuves du paradis. Et on disait que l'Inde, c'est une terre peuplée par des animaux vraiment magiques, étranges, par des personnes qui ont les bouches au centre du ventre, qui parlent des langues impossibles d'entendre, de traduire. Un pays tout différent, radicalement différent à la chrétienté européenne, mais c'est un pays en même temps magique parce qu'il produit des articles si merveilleux comme les perles et les épices.
Les épices ont une grande fonctionnalité pour établir les rangs de les mangères européennes pendant le Haut Moyen Âge. Tout ça se mantindrà jusqu'à presque l'arrivée des Portugais au XVIe siècle à l'Inde, parce que pendant tout le Moyen Âge, il n'y aura pas de navigation chrétienne à le monde indien. Mais je trouve un change important au XIIIe siècle, quand l'Empire mongol a réussi à unifier toute l'Asie centrale et a ouvert au commerce terrestre toutes les routes que connaissent les mers Noires ou que connaissent les terres de croisade avec la Chine par une route au nord de l'Himalaya. Cette possibilité a été très bien utilisée par des commerçants italiens, vénitiens et génois surtout. Ils ont été parcourus par deux types humains très diversifiés. Le premier type humain qui a parcouru cette route asiatique sont des missionnaires envoyés par la papauté qui cherchaient dans l'Asie une inexistante chrétienté parce qu'on dit que Saint Thomas a introduit le christianisme ou l'Antiquité dans l'Inde et a ramené une communauté chrétienne isolée du monde chrétien, menacée pour les peuples païens asiatiques, mais qui ont réussi à conserver le christianisme et qui custodent le corps de Saint Thomas qui doit être sépulté dans l'Inde. C'est ça, c'est le royaume de Prestigian, c'est un mythe qui a été utilisé par la Sainte Siège, très bien utilisé, et aucun de ces missionnaires a trouvé cette règne de la Prestigian. Mais les missionnaires ont diffusé une vision de l'Asie très marquée par le langage religieux. On donnait une idée d'une Asie pleine de paganisme, pleine de cruauté et de visions un peu tragiques qui ont difficulté l'exploitation commerciale parce qu'on fait des peurs réellement. Les autres voyageurs sont les voyageurs mercantiles comme Marco Polo qui ont parcouru la même route avec des buts tout différents et les récits sont très différents. Le récit de Marco Polo, il n'insiste pas dans les aspects religieux, il n'insiste pas, il croit que les Européens, déjà, ils savent que les Indiens sont païens, ne sont pas chrétiens, sont islamiques ou païens. Les aspects religieux ne l'intéressent pas, mais il intéresse beaucoup les aspects politiques, les aspects économiques, les aspects monétaires, où il décrit très bien. Et quand les Européens ont pu lire les récits de Marco Polo, ont compris aussi comment l'Asie est différente, comment l'Asie est définitivement différente de l'Europe. Mais l'attitude de l'Européen est une attitude perplexe avant l'Asie. Si on a l'idée que l'Asie c'est définitivement un autre monde, irréduible aux termes culturels européens, une langue difficile, impossible, des langues difficiles, impossible de comprendre, des sociétés cruel, d'une crudité très forte, d'un terrorisme presque politique. En même temps, on a la nécessité de commercer avec l'Asie. On veut établir des relations économiques directes pour acquérir ces produits qui dans l'Occident sont très appréciés, la perle et surtout les épices. C'est ça, c'est une situation de confrontation théorique et pratique qui est typique et caractéristique du bas Moyen-Âge. C'est le désir de trouver les voies de pénétration commerciale pour arriver à ces marchés, mais en même temps que cette pénétration n'est pas trop coûteuse en termes de vie humaine, en termes culturels. C'est les caractéristiques. Quand cette controverse est reçue définitivement au XVIe siècle, quand les Portugais ont arrivé à Goa et ont établi une relation permanente avec l'Inde, le Moyen-Âge est fini. Ce sont des autres mondes, ce sont des autres cultures et des autres rapports commerciaux. Merci beaucoup. Donc si je résume de manière un peu caricaturale, on a eu l'enfer américain, on a eu le paradis asiatique, et donc
je vais maintenant me tourner vers, je ne sais pas si c'est le purgatoire, mais une question qu'on a abordée là aussi hier, les deux aspects qu'on a vus, sur lesquels on pourra revenir dans la discussion, puisqu'il s'agissait, vous vous êtes bien rendu compte, d'amorcer la discussion plutôt que de proposer des synthèses sur des sujets de confrontation aussi larges et aussi vastes à la fois dans le temps et géographiquement. Mais une des questions qu'on a soulevées hier, c'est que il ne va pas forcément de soi que les Européens, vous vous en doutez, se pensent en Européens. Ça va déjà pas de soi aujourd'hui. Donc, a fortiori, au XVIe siècle, la question n'était pas si évidente que ça. Et peut-être même au Moyen-Âge. Et j'ai envie de poser la question, d'une part pour le Moyen-Âge, d'autre part pour la période contemporaine. D'abord à Massimo Montanari, puis à Jean-Louis Flandrin. Oui, je vous propose un jeu. Imaginez, c'est l'heure, hein? C'est l'heure. Nous parlons des Européens et des autres, mais il y a eu un temps dans lequel les Européens étaient les autres. Il n'y avait que des autres en Europe. Et c'était le Haut Moyen-Âge. C'était le Haut Moyen-Âge, c'est-à-dire les siècles où l'Europe va se construire, mais va se construire avec des apports qui ne sont pas évidemment européens, mais qui proviennent du Sud, du monde romain, latin, qui n'est pas l'Europe, tout à fait, et des apports qui viennent du Nord, de l'Est, du monde germanique, qui n'est pas l'Europe tout à fait. Donc, ces chaudrons du Haut Moyen-Âge où bouille l'Europe qui va se former sont les autres qui vont former l'Europe. Et ça, c'est une boutade peut-être, mais quelquefois, il faut y penser parce que les identités ne sont pas les fruits de la métaphysique et de la géographie non plus, mais seulement de l'histoire. Et après 2000 ans, je ne suis pas contemporanéiste, mais je vois qu'aujourd'hui, il y a des autres que nous appelons les autres, mais qui sont les Européens. En effet, on ne peut pas penser à l'Amérique comme à une autre enfer, sinon à l'enfer que nous-mêmes nous avons construit. Qu'est-ce que c'est l'Amérique sinon les résultats des désirs des Européens qui, pendant des siècles, ont désiré une terre magique qui produit des montagnes de viande à bas prix, c'est-à-dire les McDonald's, et avec des montagnes de viande de bœuf qui n'existaient pas en Amérique et que les Européens ont portées, avec des montagnes de porc que les Européens ont portées, avec du vin qu'ils ont porté, avec des blés qu'ils ont portés. Ils ont porté l'huile d'olive aussi. Après ça, les Américains l'ont redécouvert dans le Méditerranéen. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, tout ce qui fait l'Amérique vient de l'Europe. Et je crois qu'il soit important de réfléchir sur ça, parce que poser la question en termes d'altérité, je pense qu'il ne peut pas aboutir à des résultats positifs. Si nous imaginons l'Amérique comme une altérité négative, nous risquons de ne pas comprendre quel est le problème. Je ne sais pas quel est le problème, mais je pense que si j'ai bien entendu, M. Kaplan disait la malbouffe contre le terroir. Posée dans ces termes, pour moi, la question est mal posée. Parce qu'il y a aussi un terroir américain, et c'est le village global. C'est un terroir, lui aussi, pourquoi pas. Si tous les terroirs ont leur nourriture, donc le village global a l'hamburger. Ça, c'est le... Et je veux dire ça
non pas parce que j'aime ou parce que j'ai envie de manger d'hamburger au lieu de produits des terroirs, mais parce que ça signifie que même le fast-food a une signification culturelle au point de vue de l'identité qu'on ne peut pas ignorer. On ne peut pas penser qu'il n'y a pas de la culture dans l'hamburger, il y a de la culture dans la choucroute. Ce sont deux mets avec des goûts différents, avec des identités différentes, avec des terroirs différents. Et nous sommes citoyens français, citoyens français ou italiens. Nous sommes les habitants d'une ville, d'une campagne, d'un pays, mais aussi nous sommes les habitants du village global. Et donc, quelquefois, cet habitant du village global communique sa propre identité en fréquentant, en allant à McDonald's, pourquoi pas. Et donc, l'enfer, c'est nous. Je ne crois pas que je suis la première personne à le dire, mais il faut y penser quelquefois. Et donc, les autres qui sont l'Europe, deux fois, en deux manières différentes, et peut-être, je parlais beaucoup, Jean-Louis, mieux que moi, peut nous expliquer comment, vice-versa, l'Amérique a contribué à former l'Europe moderne, parce que les Européens ont construit, au-delà de l'océan, un modèle alimentaire qu'ils souhaitaient depuis longtemps. Mais ils ont utilisé les produits américains pour faire un nouvel modèle ici. Donne-moi le micro, sans ça tu vas dire tout ce que j'ai à dire. Oui, moi je voulais réfléchir sur les emprunts, puisqu'il en a déjà été question au Moyen-Âge avec les épices d'Asie. Moi j'aurais voulu d'abord réfléchir. Je trouve qu'il y a trois situations possibles dans vis-à-vis de la nourriture des autres. Il peut y avoir une situation d'antagonisme, c'est-à-dire par exemple les musulmans ne mangent pas le porc des Européens pour des raisons complexes dont on a parlé hier. En revanche, ils boivent le vin des Européens qui est tout aussi interdit que le porc, mais ils le boivent, et je crois que tous les gens qui ont été un peu en contact, qui ont un petit peu réfléchi à cette question, se posent la question pourquoi le porc est quelque chose et l'alcool est quelque chose de tout à fait différent. Bon, mais c'est pas principalement là-dessus que je voulais parler. Je voulais parler sur les nourritures américaines qui ont été adoptées en Europe. Alors, beaucoup de gens qui n'ont jamais travaillé sur l'histoire de l'alimentation pensent qu'il suffit de prendre contact avec une nourriture étrangère pour l'adopter, ce qui évidemment n'est pas le cas. Quand on regarde ce qui s'est passé avec les nourritures américaines, on voit que la dinde, aussitôt connue, a été adoptée. Elle a été adoptée dès la première moitié du XVIe siècle. Et elle a été apportée en Europe à peu près à la même époque. Et on la voit déjà sur la table, sur les tables aristocratiques. Et pourquoi ? C'est parce que, à mon avis, parce que la dinde est tout à fait le genre d'oiseau qu'on pouvait mettre sur une table aristocratique, où d'ailleurs il y avait toutes sortes d'oiseaux incroyables qui, peu à peu, vont d'ailleurs disparaître. Mais la dinde que l'on trouve bonne, alors là il faudrait peut-être réfléchir sur qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, mais je ne lancerai pas ce débat ici. La dinde qui est passée pour meilleure que les oiseaux plongeurs, que les cigognes, que les grues, que les... oui, etc., etc. Bon, la dinde a été adoptée alors que les autres grands oiseaux ont été rejetés. Mais la dinde est un exemple unique de nourriture qui a été adoptée aussitôt qu'elle a été connue. En revanche, les autres nourritures, en général beaucoup plus populaires, l'ont été bien longtemps après. Alors, l'une des premières adoptées, au fond, c'est le maïs, parce que le maïs, c'était un millet, c'était une sorte de millet. Du moins,
que ça le soit ou pas, ça a été ressenti comme une sorte de millet, un millet d'Espagne, un blé de Turquie, etc. Et dans les régions où on mangeait du millet, à savoir pour nous, chez nous, en particulier le sud-ouest, eh bien, le maïs a été adopté assez rapidement, disons, dès le XVIIe siècle. Il est coté dans les marchés de céréales, etc. Autre cas, alors, une chose assez amusante, c'est le topinambour. Le topinambour, qui d'ailleurs s'est appelé pomme de terre, a été adopté plutôt plus vite que la pomme de terre et a été connoté, tout en étant connoté négativement, on disait c'est les pauvres qui en mangent. Mais il était mangé, on en parlait. Tandis que la pomme de terre, elle, du moins en France, a longtemps été laissée aux cochons. Alors, il y aurait une double histoire à faire, l'histoire de la pomme de terre et l'histoire de la tomate. Parce qu'il me semble que, selon les pays, la chronologie de leur adoption a été très différente. Dans les pays du Nord, Angleterre, Irlande, puis Allemagne, la pomme de terre a été adoptée dès début 18e, elle est là. En France, il faut vraiment attendre la deuxième moitié du XVIIIe et encore plus le XIXe. Pour la tomate, tout au contraire, et dans les pays du Midi, j'ai l'impression que malgré de tableaux qui montrent prétendument de la pomme de terre en Espagne, moi j'ai jamais été convaincu par ce tableau que tout le monde montre. Je vais pas les spécialistes de l'histoire espagnole me le diront, mais moi j'ai l'impression que la pomme de terre n'a pas fait fureur en Espagne au XVIe et XVIIe siècle. Mais enfin, on peut discuter. Dans les pays méditerranéens, il me semble que c'est la tomate qui arrive très vite. Peut-être pas 16e c'est encore pas très important, mais 17e, 18e, on n'en parle pas dans les spaghettis. Ça, bien sûr, les spaghettis, c'est longtemps la cannelle jusqu'au 18e siècle. Mais c'est déjà dans les salades de tomates. Et je crois que tous les dictionnaires de l'époque donnent des exemples, Provence, Italie, Espagne, des salades de tomates. Donc, la tomate prend dans le Midi et elle va véhiculer par la suite une réputation de nourriture méditerranéenne. Elle va s'implanter dans le monde entier, mais avec une espèce de connotation méditerranéenne, qui est un peu bizarre pour un légume américain. Alors que la pomme de terre, elle n'a pas la connotation légume du Nord, mais au fond, elle pourrait l'avoir, et elle aussi est légume américain. Voilà, je ne voulais pas en dire plus, mais je crois que c'est intéressant de réfléchir sur l'adoption de ces plantes étrangères, qui montre que il y a d'un continent à l'autre des antagonismes, mais il y a aussi une complémentarité, une adoption des mêmes nourritures, et qui n'est pas si simple et qui pose pas mal de problèmes. Merci. Peut-être Stephen Kaplan, autour des deux thèmes qui viennent d'être abordés judicieusement, à savoir l'antagonisme, l'adoption et la complémentarité, soit d'une manière générale, soit autour du cas américain, puisque Massimo, tout médiéviste qu'il est, a eu la gentillesse de descendre jusqu'à la malbouffe contemporaine. Je vais faire rapidement peut-être un peu le bilan de cette discussion. L'altérité, ça vient d'où? D'abord, l'Europe va à sa rencontre, à la découverte. L'Europe achète, spolie, colonise, mais devient dépendante. Les épices, c'est un exemple, il y en a d'autres. C'est-à-dire, avec ce commerce évoqué tout à l'heure, on voit tout de suite que la mondialisation est consubstantielle, même au début, d'une civilisation européenne qui est capable d'aller au-delà de ses frontières. Et dans ce sens-là, Jean-Louis Flandrin vient d'évoquer en plus de détails cette espèce d'ambivalence qu'on peut avoir à l'égard de l'altérité incarnée, c'est-à-dire le produit, soit l'antagonisme, le rejet, ou soit la volonté d'adopter, les nourritures américaines qui constituent toujours un sujet assez fascinant et me semble-t-il de grande importance. Et ici, on va depuis la dinde aristocratique jusqu'à la pomme de terre qui est sur le marché à Paris, cotée dans la mercuriale dès la fin du règne de Louis XV, mais qui reste
une denrée stigmatisée qu'on ne peut imaginer manger que dans la forme eucharistique, c'est-à-dire dans un pain qui est 2 tiers froment et 1 tiers pomme de terre. Encore la culture, l'emportant sur l'économie, ou si vous voulez, pour reprendre les termes de Pascal, les cordes de la nécessité, dans ce sens-là, sont rattrapées par les cordes de l'imaginaire. Et pour reprendre encore ce que disait Massimo Montanari, qui m'imputait peut-être à moi ce que je reprenais évidemment de José Bové, quand il parlait malbouffe, il me semble que ce qu'il faut insister, sur quoi il faut insister ici, c'est que la crispation alimentaire dans ce sens-là, c'est pas simplement les OGM, c'est pas simplement les hormones et les antibiotiques, c'est pas simplement le mauvais goût des Américains en l'occurrence, c'est évidemment ces valeurs, cette façon de vivre, cette manière d'organiser la société et l'économie, d'articuler le politique et l'économique, de jouer le jeu de Jospin, oui à la société de marché, de l'économie de marché, non à la société de marché. Mais je crois que Massimo a parfaitement raison de dire que l'Amérique est chez nous, enfin chez vous déjà. D'ailleurs, justement, dans cette formule, je trahis des réalités très compliquées. Qui sont les autres et qui est notre autre et à quel moment? Certainement, quand ma mère a quitté le shtetl à l'âge de 2 ans, Massimo, elle ne cherchait pas les Double Mac. Elle cherchait même pas la bouffe. Je crois que ces gens-là, pour une bonne partie, cherchaient la liberté. Or, le problème, c'est la liberté, c'est difficile à maîtriser, justement dans le contexte de la malbouffe. Comment donc éviter que cette liberté se dégénère dans un système où la malbouffe est imposée comme une obligation, comme un impératif? Comment donc traduire la Déclaration des droits de l'homme pour que la partie donnée à l'individu est équilibrée par la partie donnée à la communauté? C'est un tout petit peu cela, me semble-t-il, qui est en jeu ici, quand il y a ce trade-off entre l'abondance rêve et l'abondance cauchemar. Merci beaucoup. Il ne manque plus que Jacques Lacan et son concept du grand autre, et on aura fait le tour à peu près. Je crois, sauf si quelqu'un veut ajouter quelque chose, qu'on peut passer aux questions. Ben voilà, il y a quelqu'un qui... Oh là, c'est très bien, allons-y. Monsieur au milieu et quelqu'un derrière que je ne vois pas. Oui, concernant... Alors, les McDo est devenu donc, le symbole de la malbouffe. Ce qui permet de se rattacher, disons, de s'appuyer sur l'anti-américanisme latent, etc. de notre société. Mais quand on regarde les choses, il y a quand même quelque chose d'étonnant, c'est que des McDo, ils s'en ouvrent partout et qu'ils sont pleins. Et ils sont pleins de qui? Essentiellement des jeunes. Moi, mes fils vont au McDo, tout en aimant d'ailleurs la bonne bouffe que je leur prépare à la maison. Et donc, en fait, disons que si on fait un peu la sociologie de la perception des McDo, moi je regrette, je considère que c'est aussi un peu une des manifestations de l'opposition entre les vieux et les jeunes. Et de ce point de vue-là, je me demande si Bové a vraiment raison de focaliser tout sur les McDo, parce que ça veut dire que les jeunes, moi j'aimerais bien savoir comment les jeunes perçoivent ce type d'attaque. Bon, ça c'est une première chose. Deuxièmement, une petite anecdote qui m'a concerné. Sur notre campus, là récemment, il y a eu une enquête sur la qualité de ce qu'on mangeait à la cantine. Bon, alors moi, vous me connaissez un petit peu. Enfin bon, j'ai répondu, écoutez, franchement, la qualité, c'est pas ça. Et moi, alors vraiment, quand on parle de malbouffe, pour moi, elle est là, dans la restauration collective, parce que les McDo, après tout, on est libre de ne pas y aller. Par contre, la restauration collective, on est pratiquement coincé. Et dans mon campus, il n'y a aucun restaurant à la ronde. Je suis obligé de passer par là. Bon, alors ce que je veux dire là-dedans, c'est que là, la restauration collective, elle est largement, disons, l'industrie agroalimentaire française, européenne, etc., qui l'a fournie. Et là, l'aspect américain, anti-américain, je dirais, il tend largement à disparaître. En fait, c'est l'opposition plutôt entre une nourriture industrielle et anonyme et etc. et une autre qui se joue.
Mais à ce moment-là, je dirais que ça se réfère aussi à la schizophrénie de la plupart d'entre nous, parce que moi, je regrette, qui c'est qui va dans les supermarchés acheter des produits le moins cher possible et qui ont le moins de goût possible, parce qu'en fait, tous les spécialistes de marketing vous diront que quand on veut élargir le marché d'un produit, eh ben justement, il faut gommer un peu tout le goût qu'il a. L'aubergine est devenue un produit important, l'endive est devenue un produit important et mangé par tout le monde à partir du jour où elles n'ont plus de goût. Autrement, elles sont perçues comme amères, comme ceci, comme cela, etc. Et ça, c'est le résultat de la volonté collective exprimée par les actes d'achat, on vote avec nos chariots de supermarché. Donc, si vous voulez, pour moi, l'identité, ça comporte une part éminemment importante de symbolique. Et je pense que dans des sociétés traditionnelles, on sait très bien que justement, il y a des nourritures rituelles qui sont consommées à certains moments et qui marquent le lien avec les ancêtres, etc., etc. Et que ces nourritures rituelles sont précisément pas celles qu'on mange dans la société courante. Et en fait, dans nos sociétés, on a, enfin ça on le sait bien, disons les nourritures qu'on mange tous les jours, et puis celles qu'on mange quand on veut se faire plaisir, qu'on va au resto ou ailleurs. Donc je crois que toute une discussion, si vous voulez, sur l'identité, etc., sur la malbouffe, ne peut pas faire l'économie de ce type d'analyse un peu sociologique. Excusez-moi de ma longueur. Monsieur, c'était très bien. Monsieur Den Hartog. Oui, je voudrais faire un tout petit commentaire on what you just were saying. I think even an organization like McDonald's sometimes has to take into account, let's say, the local identities. For instance, in the Netherlands, as a result of public pressures, they have introduced a vegetable type of beef. If you go, for instance, to McDonald's in Rome, you will see that besides the American coffee, you will also have the good local Italian coffee in a McDonald's. And other very interesting phenomenon is that McDonald's want to penetrate in India, which is a Hindu country, and it's of course you cannot introduce the McDonald's beef over there. So what they have decided to put it on sheep meat, and in the same time they had very strong discussions with Hindu leaders in order to use as much as possible genuine Indian ingredients in order not to get into trouble, with Orthodox Hindu opinions. So even big companies sometimes have to take the local food identities into account. Il y a même des sauces particulières au Japon pour accompagner le McDonald's. Oui. Oui, taniyaki, la sauce. Également. Bien sûr. Qui d'autre veut répondre? Vous voulez préciser un mot? Oui. Je veux insister encore une fois. Je crois que vous avez dit bien et vrai, mais quand on dénonce, quand Beauvais dénonce, Beauvais le 68 art, Beauvais le vieux, quand il dénonce donc la malbouffe, la merde, ce n'est pas simplement donc cet hamburger qui est en jeu, ce n'est pas ce qui est intrinsèquement mauvais ou bon, enfin, je crois que c'est évidemment tout un système derrière. C'est la réglementation américaine qui est imposée et qui, selon Beauvais, constitue une hégémonie qui étouffe et écrase. C'est une façon donc de vouloir contraindre les autres à vivre. C'est ça qui est en jeu, vrai ou faux. Donc je crois ici, encore une fois, quand on est dans un royaume aussi sensible que l'alimentation, et c'est ça quand même pour nous ce qui est très important, parce que ça nous rappelle qu'au faire l'histoire de la bouffe, on est au centre des choses importantes, on est au centre de tous les grands enjeux philosophiques, métaphysiques, esthétiques et autres. Et donc je crois que Beauvais c'est très utile pour nous tous, parce que même s'il déconne, et même s'il exagère, il souligne, il met en relief, il me semble-t-il, tout ce qui est justement profondément interdisciplinaire de notre approche et tout ce qui nous interpelle de repenser donc notre entreprise. Comment? Oui? Un mot là-dessus? Oui. Et après, il y a 3 questions, je crois, là-bas. Oui. Très rapidement, je suis d'accord avec toi, mais je voulais dire que si on fait de l'adversaire le diable, on perd la bataille. Et donc, il ne faut pas démoniser McDonald's. Il faut les comprendre.
Il faut comprendre qu'il y a des questions de prix, et c'est pour ça que les gens vont à McDonald's. Il est imposé par les prix des restaurateurs. Et il y a des questions de culture. J'avais dit le convivialité quand on parle de l'alimentation traditionnelle, mais il y a aussi une convivialité chez McDonald's, parce que les jeunes vont là pour passer du temps ensemble. Donc ça, c'est convivialité. Si on ne comprend pas qu'il y a de la culture, qu'il y a de la convenience, qu'il y a des occasions de sociabilité chez l'adversaire, nous sommes destinés à perdre la guerre. Ça, c'est ma opinion. Alors, là-bas, oui, j'ai vu des trucs, des doigts qui se lèvent. Oui, juste un petit mot en forme de remarque et peut-être de question. Depuis 2 jours, nous essayons de cerner l'identité alimentaire en Europe. C'est au moins une partie du titre de notre colloque. Nous avons parlé de confrontation, j'aurais plutôt préféré le mot contact, et nous avons dit les apports reçus par l'Europe des civilisations ou des cultures extérieures. On a pris l'exemple de l'Amérique, on a pris l'exemple des épices de l'Asie. Il serait normal que nous nous posions la question inverse et de nous dire qu'est-ce que l'Europe a modifié des modes de consommation alimentaire d'autres cultures, des Indiens d'Amérique par exemple, ou de l'Afrique, etc. Cette question posée dans ce sens me paraît aussi importante parce que c'est une autre façon de cerner notre identité. Et donc, ce serait à aborder en 2 mots, au moins pour qu'on dise qu'on ait évoqué cette dimension-là. Mais au fond, ces 2 jours de croisement de regards différents sur l'identité européenne manquent d'un regard vraiment d'une ère culturelle différente, et j'en aurais appelé au regard d'un anthropologue de l'Europe qui serait africain ou qui serait japonais et qui nous dirait d'où il est, comment il perçoit notre identité, si les termes de territoire, de terroir, de classe sociale ont un sens pour lui, comment il voit ça, et on gagnerait beaucoup dans notre réflexion sur notre identité alimentaire à avoir un regard extérieur qui se penche sur nous. Oui, alors il faut dire qu'on avait, c'est pas une excuse, mais on avait abordé l'hypothèse hier. Alors d'abord, il y avait, comme vous l'avez remarqué, il y a peu d'anthropologues japonais parmi nous, et effectivement, je crois que votre remarque est pertinente. Simplement, même pour parler effectivement d'où nous sommes, essayer de nous déplacer à l'extérieur, de dédoubler en quelque sorte ce regard, ça nous paraissait relativement difficile compte tenu du temps imparti, mais je crois que votre observation est tout à fait judicieuse. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? Je crois que c'est plus vous avez pointé une lacune, donc comme nous sommes dans un registre religieux, j'ai pas mon sac de cendres, mais considérez que virtuellement c'est fait. Il y a une autre question au fond là-bas, je crois. Oui, j'aimerais revenir sur l'intervention qui a eu lieu juste avant vos différentes interventions sur le thème de la confrontation, où l'intervenant donc expliquait que la confrontation était très importante dans la constitution de l'identité. Et il m'a semblé, je trouve que votre table ronde là est un peu révélatrice, c'est-à-dire que tout l'aspect de confrontation avec le monde musulman est passé pratiquement inaperçu, alors que, il me semble que c'est quand même extrêmement important, et avec le monde musulman d'ailleurs, et avec le monde juif, puisqu'il y avait des populations juives à l'intérieur même de l'Europe, et Claudine Favre-Vassas, par exemple, a montré comment la confrontation avec certaines populations juives a provoqué ou a accentué la notion d'identité rattachée à la consommation du porc parmi les populations chrétiennes. Alors je plaide pour que cette partie de l'identité européenne, qui a été construite en partie avec cette confrontation avec le monde musulman, apparaisse. Et d'autre part, ce qui me semblait ressortir un peu de votre discussion là, c'était tout de même un aspect très politique et très proche des
d'interrogation actuelle du monde politique sur la constitution de l'Europe. Alors je voudrais le premier terme de votre colloque, c'est quand même histoire. Voilà. Pourquoi? Parce que le contemporain, c'est hors de l'histoire? Non. Ah bon. C'est-à-dire il y a une partie extrêmement contemporaine, notamment dans tout ce qui concerne la mondialisation par rapport à l'Amérique. Oui, mais je crois qu'on l'a dit, je pense que c'est Jean-Louis Flandrin à qui je vais passer la parole, mais sur la première partie de votre question, il me semble, ou Massimo Montanari, la mondialisation, c'est pas une invention d'il y a 5 ans. Dans notre registre, entre guillemets, la mondialisation, la globalisation, si vous voulez, à l'échelle de l'Europe, elle existe alimentairement dès le Moyen-Âge. Hein. Bon, Jean-Louis Flandrin. Je voulais juste dire un mot. En effet, vous avez tout à fait raison de dire qu'on n'a pas assez parlé des confrontations, en particulier avec le monde musulman. Moi, j'en ai dit un tout petit mot, mais je me suis arrêté tout de suite. Mais je voulais en dire un deuxième, là. Ma femme est polonaise et ce qui m'a frappé quand je l'ai connue, c'est qu'elle me dit à Pâques, on mange du cochon naturellement. Alors j'ai dit mais comment? Mais non, on mange de l'agneau à Pâques, c'est évident. Mais elle m'a dit mais non, c'est les musulmans qui mangent de l'agneau, c'est les Tatars qui mangent de l'agneau. Nous, on est des chrétiens, on mange du cochon de lait. Alors voilà un exemple où la confrontation a créé l'identité de manière extrêmement nette. De la même manière, je crois que, puisque vous vous intéressez à cette question, vous savez que sans l'apport musulman, il n'y aurait pas de pâtisserie dans la Provence française. Hein. Bon. Le calisson d'Aix, c'est directement importé par l'influence de la pâtisserie arabe. Hein. Donc il ne s'agissait pas... Encore une fois, notre ambition n'était pas de faire une synthèse, c'était d'ouvrir des pistes. Hein. Bien. Si, totalement. Ah, il faut le démontrer. Mais il y a du texte, c'est écrit, il n'y a aucun problème. Il faut le démontrer. Moi, je le connais en Italie au XIVe siècle, mais je ne le connais pas dans le monde arabe pour l'instant. Si. Micro. Non, mais bon, je sais simplement pas convaincu par que le calisson soit arabe. Je sais qu'il a été italien depuis au XIVe siècle, sous le nom de Calicioni, mais je ne le connais pas dans le monde arabe, je veux qu'on me le montre. Oui, mais il est... c'est pas une invention de ma part, mais il est attesté, je vous dis ça de mémoire, hein, j'ai piqué ça en faisant, lorsqu'on avait fait un atlas, la personne qui, je ne sais plus qu'est-ce qui avait fait d'ailleurs cette cartographie de la confiserie, de l'influence justement de la pâtisserie arabe sur la confiserie, grosso modo, tout le long de la Méditerranée. Et je dis de mémoire, mais c'est dans la carte ayant été faite par cette personne et les références étant fournies, c'est disponible. La forme et la texture étaient visibles aux alentours, je dis de mémoire, mais je ne me trompe pas beaucoup, 1130, 1150. C'est imprimé. Voilà. D'autres... J'allais dire rapidement que je crois que le reproche d'ethnocentrisme est parfaitement juste. Mais je suis plus troublé par cette notion qu'il faut, je ne sais pas comment, cantonner l'histoire dans l'histoire. Je suis moderniste, je suis citoyen donc de mon époque. Je n'ai pas, si on relit mes livres, mes premiers livres, ils étaient marqués par la guerre du Vietnam. Mes autres livres étaient marqués par d'autres grandes préoccupations morales, civiques, politiques. On ne peut pas se refuser à me semble-t-il, surtout quand on fait l'histoire, de vivre à la fois aujourd'hui et jadis. Et donc, je ne sais pas quelle espèce de conception immaculée vous souhaiteriez, mais je crois que de toute façon, c'était une mauvaise idée. Excusez-moi, je voudrais juste répondre parce que j'ai du mal à me faire comprendre. C'était simplement pour insister sur l'influence du monde musulman, parce que j'avais l'impression qu'il avait disparu et qu'on ne voyait que l'intérêt actuel. Vu les réactions, vous voyez qu'il n'avait pas disparu. Vous avez bien fait de poser la question. Et je crois que même Anthony Rey, voilà. Il est difficile d'être équilibré dans une table ronde parce que la table ronde va comme il va.
vous avez votre demande est juste parce que, comme médiéviste, je dois dire, et comme espagnol, que dans la cuisine espagnole, dans la manière de manger espagnole, mais aussi européenne, les musulmans ont eu un héritage assez important. Très brièvement, comme je crois que ça produit cette insertion de ces produits et quels sont les produits qu'ont introduit les musulmans dans le Moyen-Âge. Pendant tout le temps que le rapport de force a été incliné du côté des musulmans, les chrétiens ont eu des réflexes défensifs aussi dans le terrain alimentaire. Pour ça, jusqu'à l'inversion du rapport de force au XIe siècle, dans l'Espagne, qui ont des frontières avec le monde musulman, et pour ça, on doit être les portes pour doit entrer les aliments musulmans, nous ne trouvons l'adoption d'aucun produit musulman par les chrétiens. Les chrétiens sont fermés à l'influence musulmane parce que les musulmans sont l'ennemi dangereux. L'Église, dans ce moment, il est très jalouse de conserver l'identité, de conserver la propriété de l'identité chrétienne et regarde avec méfiance toute l'influence musulmane aussi dans les terrains alimentaires. Mais quand, à la fin du XIe siècle, au commencement du XIIe siècle, les chrétiens ont réussi à passer de la défensive à l'offensive et ont initié, pendant autre chose, les croisades, et ont mis place à Levant, à la Palestine, à l'Égypte, et dans le même temps, ont réussi à récupérer le sultanat aghlabite de la Sicile et ont réussi à réduire l'islam espagnol à presque un état résiduel qui s'appelle Sultanat de Granada, qui rimandra jusqu'à 1492, mais c'est un état, comme dit ma collègue Teresa de Castro, un état résiduel parce que les dominants c'est la castillane qui ont mis un rapport désigual, déséquilibré avec cette sultanat musulmane. Dans tous les bas Moyen-Âge, quand les chrétiens espagnols, catalans ou castillans ont occupé des territoires qui ont été aménagés avec une logique et un paysage très différent à le paysage féodal occidental parce qu'il y a des irrigations, il y a des systèmes d'irrigation très compliqués que les chrétiens ne comprennent pas, ils ne savent pas faire fonctionner. Mais comme dans l'Espagne, à l'inverse que dans la Sicile, la conquête territoriale n'a impliqué vider toute cette terre de l'élément musulman et ont resté comme collectif différencié dominé, des collectifs de morisques, des collectifs musulmans qui connaissent très bien cette agriculture, ont perpétué dans une situation de dépendance politique et fiscale, dans un monde chrétien, ont perpétué un paysage de le monde passé et ont facilité l'adoption par les chrétiens de ce produit, la production de laquelle, sans cette résiduelle présence musulmane, peut-être doit être très compliqué et ont facilité ça. Mais quel est l'état mental dans ce moment? Les chrétiens ne voient pas les musulmans comme un ennemi dangereux dans ce moment. Les musulmans sont résiduels, c'est le passé, ils n'ont pas de peur à les musulmans. C'est ça a passé les réflexes défensifs. Et pour ça, le contact avec un monde nouveau qui a été occupé politiquement et territorialement et la présence des collectifs musulmans qui ont réussi à continuer cette agriculture d'irrigation intensive, tout ça, a favorisé que les chrétiens commencent à adopter des produits. Quels sont tels produits? Les produits sont surtout produits d'irrigation. Les riz, l'aubergine, l'épinard, les citrons, tous les citriques en général, et surtout le sucre de canne.
Tout ça a provoqué dans le bas Moyen Âge, au XIVe au XVe siècle, a provoqué une forte influence dans le monde chrétien et le livre de cuisine du XIVe siècle, le livre de Saint-Sauvé, qui est le livre catalan, on évoque assez de recettes qui ont été transférées presque sans change important de le dernier livre de cuisine musulman. Nous avons un livre de cuisine musulman de 1225-26 et le premier livre chrétien qui sont conservés est de 1321-22. Il sépare les deux livres en 110 ans. Nous voyons, si nous faisons une étude comparative de le contenu, qu'il y a beaucoup de choses différentes dans le livre, c'est vrai. Mais il y a aussi des recettes qui ont passé presque sans change important de le monde musulman à le monde chrétien. Ces recettes sont la voie par laquelle les produits musulmans ont passé de le monde musulman à la monde chrétien. Et ça ne suscite pas déjà de recel, de soupçons, sinon qu'il a été adopté dans le monde chrétien. Pour ça, pour les Espagnols, nous ne pouvons pas mépriser l'héritage alimentaire islamique. Je crois, comme dit Bruno Loriot, que nous mangeons vraiment à l'occidental, mais sommes les occidentals, moins occidentals de les occidentals. Nous sommes où l'influence de le monde musulman est plus forte et nous devons accepter ça parce que c'est vrai. Merci pour ces précisions tout à fait judicieuses. Alors, les dernières questions, il y en a quoi? J'en vois 3 là-bas. 1, 2, 3, oui. Là-bas, oui. Quelques remarques par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. Monsieur Montanari avait insisté sur le fait que finalement c'est l'Europe qui a été à l'origine des Amériques, et ce que l'Amérique nous renvoie, c'est finalement le rêve européen quelque part. Alors est-ce que une des craintes ne vient pas de là, comme on attribue toujours à l'Amérique une avance technologique? En fait, ce qu'elle nous renvoie, ce serait le futur de l'Europe, et pour lequel on s'inquiéterait. Deuxième point, est-ce que ce qu'elle nous renvoie, c'est c'est une chose. Et il a été question tout à l'heure de l'alimentation quotidienne, de l'influence des grandes surfaces et de ce qu'on mange. Si j'ai bien compris, ce que j'ai entendu durant ces derniers jours, dans le passé, ce qui est resté, c'était des recettes qui étaient utilisées par les sociétés, enfin les classes plus aisées de la société, et c'était pas forcément de l'alimentation quotidienne. Donc finalement, ce qui va rester dans 200 ans des recettes actuelles, est-ce que ce sera les surgelés du supermarché, les plats cuisinés prêts à l'emploi? Est-ce que ce sera des recettes traditionnelles de terroir? Je me pose la question. Et dernière chose, référence à José Bové, effectivement, il y a création d'identité grâce à la confrontation qu'il met en œuvre. Mais est-ce que dans la confrontation qu'il met en œuvre, il propose quelque chose? Est-ce qu'il se contente de battre en brèche des choses existantes et de créer son identité par la négative dans ce cas-là? Oui. Alors, réponse très rapide. Vous voulez? Bon. Apparemment, vous avez... Oui. Et Steve Kaplan veut... Non, on n'est pas obligé. Non, il est... Voilà. C'est fromage ou dessert. Donc, non. Non, seulement je voudrais justement souligner que je parlais d'une Amérique qui a été créée par les rêves des Européens. Mais ça ne veut dire pas que l'Amérique soit européenne. L'Amérique est américaine. Nous avons entendu aujourd'hui, mais hier, d'identités qui viennent de tout le monde. Il y a une Europe, une culture chrétienne et européenne qui est faite en partie de l'islam. Il y a une Amérique qui est faite par l'Europe. Il y a une diète méditerranéenne qui est faite par les produits américains. Il y a des produits méditerranéens d'origine américaine, comme la tomate, venait de me rappeler M. Flandrin. Si je peux te couper, je voulais dire que la tomate est revenue au Mexique d'Europe. Oui. Avant d'avoir été mangée par les Européens d'Amérique. Conclusion, il n'y a pas d'identité pure, mais toutes les identités sont
des croisements de cultures. Toutes les identités sont fruits historiques d'échanges. Et donc, je pense que ça, c'est l'unique chose à retenir. Et parce que Marc Bloch, qui était un type de cette ville, il me semble, disait souvent il ne faut pas être enchaîné par l'idole des origines. Donc, l'historien doit regarder aux origines qui sont importantes, mais plus importantes encore sont les lieux et les moyens et les temps de diffusion et d'incorporation des éléments d'ailleurs et des autres dans sa propre culture. Rapidement, Kaplan, parce qu'on a encore deux questions et après... Très rapidement. Donc, les allers-retours Europe-Amérique. Bon, la cuisine américaine, c'est quoi? Bon, d'abord, ça n'existe pas, mais si ça existe, c'est un world cuisine. C'est une cuisine fusion. C'est une cuisine italienne, française, c'est une cuisine chinoise, c'est une cuisine, évidemment, qui incarne quoi? Le multiculturalisme. Donc, si l'Amérique vous revient, c'est pas forcément le Bronx dans les lycées, c'est pas forcément simplement les bagarres à la Défense comme hier, mais c'est aussi une cuisine métissée. Deuxième question concernant donc le supermarché et tout le reste. N'oublions pas toujours qu'on est dans un monde stratifié. Bon, donc forcément, en 200 ans, tout ne sera pas ni Picard surgelé, ni McDo. Il y aura toujours la grande cuisine. Ducasse va vivre encore 200 ans et il va avoir une centaine de restaurants partout dans le monde. Donc je crois que cet aspect de l'hégémonie française va continuer d'exister. Et puis troisièmement, Beauvais souhaite quoi? Il souhaite un contrôle citoyen. C'est encore un rêve 68 arts. Monsieur, je crois que vous aviez... C'était une question là-bas. Une et une. 1, 2, 3. Je voulais simplement intervenir très rapidement sur la dimension identitaire des productions locales, parce que ça semble aller de soi. Ça ne va pas de soi du tout. Il faut, je pense, se méfier des discours incantatoires qu'on observe actuellement sur les produits terroirs, etc. Et quand on voit ce qui se passe sur place, les productions locales ne sont pas automatiquement des productions identitaires. Il est très intéressant d'observer comment est-ce que les choses, encore une fois, se passent localement, en particulier en France, mais je pense que dans d'autres pays d'Europe du Sud, c'est la même chose. Les productions locales, certaines acquièrent une dimension patrimoniale, on voit qu'elles prennent de l'importance, que localement les gens s'en emparent. D'autres productions locales continuent d'exister sans pour autant qu'elles revendiquent une quelconque dimension identitaire. Les choses ne vont pas de soi. Les productions locales n'ont pas automatiquement vous pensez une dimension à quoi en identitaire. particulier? Pardon? Vous pensez à quoi, par exemple? Vous avez quelque chose de précis en tête ou... Ah oui, bien sûr. Par exemple, la carpe en dombe, qui est vraiment la carpe, l'élevage de la carpe en dombe, qui est par définition une production locale qui n'est absolument pas revendiquée comme ayant une dimension identitaire, qui n'est pas patrimonialisée. Et il y a énormément de subtilités à observer sur le terrain, de voir comment est-ce que le jeu social se passe. Qui se sert d'une dimension identitaire, de quelle façon, quel usage on en fait pour redonner du sens au territoire. Et il y a également une dynamique dans la patrimonialisation de ces productions qu'il est tout à fait intéressant à observer, c'est-à-dire avoir un regard un peu différent sur les mécanismes qui se passent actuellement. Et puis, oui, pardon. Voilà. Non, mais je suis désolé je veux pas écourter ça, mais alors il reste deux observations. J'espère que ce n'est pas des questions trop longues parce qu'on est au bout et Bruno Loriot voudrait fermer le colloque. Une très très petite question. Je voudrais savoir si dans la notion d'alimentation, vous comprenez aussi les boissons. Parce que dans ce colloque, personne n'a parlé de boissons. Personne n'a parlé de poisson? De boissons, ah bon. Boissons. Oui. Oui, c'est une question. Qui veut répondre? Est-ce qu'il y a des... Moi, je veux répondre que même le spécialiste des boissons ne nous en parle pas, là.
Oui, c'est vrai. Il a parlé de l'homme des cratères antiques, effectivement. Oui, c'est à mettre au pot des futurs colloques, ça, non? Voilà. Et il reste encore une question, je crois, monsieur. Je voulais faire une remarque, j'hésitais à la faire depuis tout à l'heure. C'était à propos de la notion d'identité. Certains intervenants ont tenu à nous mettre en garde afin que l'on définisse, que l'on parle d'identité par rapport à autrui. On a été jusqu'à utiliser le terme de confrontation, voire de conflit. Je pense que là, c'est concevoir l'identité sous une forme guerrière. Hein. Il y a, à mon avis, ici une influence du discours polémique, comme vient de le dire à l'instant l'intervenante précédente, à savoir qu'on utilise, qu'on fabrique quand il y a un discours identitaire dans un cadre polémique, dans un cadre de confrontation pour obtenir un certain nombre de choses. Mais je rappelle tout de même que l'identité, c'est d'abord élémentaire, c'est A est identique à A. Avant de définir l'identité, c'est pas forcément se définir dans la confrontation, voire dans le conflit avec l'autre. Et de là, je me permets de prendre juste un exemple très rapide. Je sais qu'on n'a pas le temps à propos au sujet de l'islam, puisqu'il y a été fait référence à maintes reprises. Voyez-vous, en islam, on mange pas certaines nourritures, mais on admet que la nourriture, le Coran déjà lui-même, admet que la nourriture, toute la nourriture sans exception, à l'exception bien sûr des aliments interdits, toute la nourriture des chrétiens et des juifs, communautés concurrentes, religions concurrentes, avec lesquelles les musulmans sont en conflit, est licite. Je vous citerai un autre exemple, puisque, d'ailleurs, mon intervention, j'y ai pensé à propos de le problème de l'Espagne. Un juriste espagnol, andalou musulman du XIIe siècle, écrit dans un commentaire coranique, il résume une conversation qu'il a eue avec un de ses fidèles, qui lui a posé la question, si un chrétien m'invite chez lui à manger un poulet, est-ce que je le mange ? Alors il lui a dit, effectivement, tu peux tout à fait manger ce poulet, tu n'as pas à t'enquérir de savoir s'il l'a tué avec le couteau. C'est une technique originale. Je m'arrête alors. Non, finissez. C'est la sono qui est morte, là. C'est ça, oui. Ce que je voulais dire juste, c'est que... Oui. C'est pas forcément... L'exemple de ce juriste le montre bien. L'autre n'est pas perçu dans une relation conflictuelle nécessairement, sur le plan alimentaire. Et donc, je crois que c'est un travers, peut-être la référence à Beauvais, enfin, tout ce qui s'ensuit. Et si je pouvais dire un mot, il me semble que les musulmans sont un peu particuliers de ce point de vue-là. Je veux dire surtout, Mohamed, au moment de la formation de la religion musulmane, il ne s'est pas voulu en conflit avec les deux autres religions du livre. Mais c'est quelque chose d'un peu particulier dont on peut, je ne crois, pas faire un cas général. Non, c'est pas que je veux en faire un cas général. Je dis qu'il faut partir de là quand même pour réfléchir sur le concept d'identité, sans pour autant avancer un concept général qui... Un concept doit expliquer toutes les situations, il ne doit pas y avoir d'exception. Dans ce cas-ci, il faut relativiser l'aspect polémique, l'aspect conflictuel. Écoutez, sur lequel on moi, je crois que votre question est intéressante, mais qu'on va la vider dehors parce que... Mais non, c'est une question très intéressante. Bruno Loriot, à vous de terminer. Merci à tout le monde. Donc, juste quelques mots pour clore nos deux journées. D'abord, remercier les participants au colloque, à la table ronde, les intervenants et
tous très nombreux qui êtes venus donc suivre les débats d'un peu partout en Europe, ce qui était tout de même le premier objectif de ce colloque. Merci aussi aux organisateurs, j'entends par là essentiellement le Centre de promotion de l'histoire de Blois, avec Francis Chevrier et toute son équipe, qui ont été vraiment d'une efficacité hors pair pour l'organisation. Alors évidemment, on a vu dans le débat, lors de la table ronde et dans les interventions qui ont suivi les communications, que ce colloque avait des lacunes. C'est pas très étonnant, il a été organisé très rapidement pour mettre en route l'Institut européen d'histoire de l'alimentation. On a vu que, par exemple, on avait peut-être un petit peu mis davantage l'accent sur les identités ou les identifications spatiales, disons régionales, nationales, plutôt que sur les identités ou les identifications sociales. On en était bien conscient en élaborant le programme du colloque de cette orientation, de ce choix. Ça n'est pas du tout un aveuglement de notre part. Il est bien clair que nous avons été aussi guidés par des préoccupations qui sont nos préoccupations actuelles, justement les préoccupations de ces identités spatiales fortement ressenties. On a vu aussi que sans doute nous avons négligé les Européens et les autres, même si c'était le titre de la table ronde. Bien entendu, ça ne veut pas dire qu'on a totalement négligé l'islam. Enfin, la communication de M. Benkera en est la preuve, parmi d'autres qu'on a abordé. Ces problèmes-là, peut-être conviendrait-il de les approfondir. Il est d'ailleurs possible aux intervenants au colloque de préciser les choses dans les textes complémentaires qu'ils pourront nous adresser. Nous disposons déjà de la quasi-totalité des textes. Il n'est pas interdit d'envoyer des textes un petit peu revus à un comité de préparation des actes qui sera piloté par Martin Bruegel, dont l'adresse électronique vous sera envoyée ultérieurement avec le reste des documents du colloque que nous vous avons promis, hein, et nous tiendrons notre promesse. Le prochain colloque aura lieu à la fin de l'année 2002, il sera consacré donc à alimentation et santé. Là aussi, nous attendons des suggestions. Nous avons commencé ensemble à constituer un réseau. Vous recevrez donc très rapidement, si vous avez pris le soin de remplir la feuille ou les feuilles qui étaient disponibles, vous recevrez très rapidement les adresses de tous les participants au colloque, plus évidemment un bilan du colloque et des informations sur les activités de l'Institut, dont je rappelle que c'est le colloque fondateur, mais qu'il n'existe pas encore véritablement, hein. Il est encore en préfiguration. Donc vous avez tout à fait votre rôle à jouer là-dedans. Donc au fond, écrivez-vous, écrivez-nous, hein. Restons en contact. C'est un petit peu comme ça que je voudrais conclure ce colloque. Voilà, merci.